êtes sur CGTN Français en direct depuis Beijing. Bienvenue dans cette nouvelle émission de l'essentiel qui décrypte tous les mardis et jeudis les grands sujets d'actualité internationale avec nos analystes sur place et en ligne. Plus que 12 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle française, la campagne entre dans sa dernière ligne droite. Que devra changer le prochain président? Les attentes et les propositions se rejoignent-elles? Et nous vous invitons à participer à notre discussion en envoyant des messages via nos réseaux sociaux. Et sur le plateau se trouve avec moi Nicolas Hurezin, commandateur de CGT1, et en ligne avec nous Monsieur Li Ruan, directeur général des Viaducs de Chine et président de l'association France Shanxi, basée à Lille. Également Elsa Sureux, correspondante de CGTN à Paris. Bonjour à tous. Bonjour. 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 À l'approche du premier tour de l'élection présidentielle française qui aura lieu le 10 avril prochain, ce lundi marquait le début de la campagne officielle. Les 12 candidats bénéficient désormais d'une stricte égalité de temps de parole dans les médias. On fait le point avec nos correspondants à Paris. Je n'ai et n'aurai qu'une boussole. Vous protéger. Si vous ne décidez pas, rappelez-vous que vous ne déciderez plus. Après d'intenses semaines de meetings, à droite, au centre comme à gauche, la campagne présidentielle a officiellement débuté ce lundi 28 mars en France. De nouvelles règles entrent en vigueur concernant les temps de parole des candidats, la propagande électorale et l'affichage public. À moins de 15 jours du premier tour, candidats et militants jettent toutes leurs forces dans la bataille dans le but de convaincre les nombreux Français encore hésitants. Moi, ce que je ressens sur le terrain, en tout cas, c'est qu'il y a énormément de confusion, que la situation est compliquée. On remarque que beaucoup de personnes sont encore indécises dans leur vote. Et donc, notre travail de militants, de militantes et de candidats, ça va être vraiment d'essayer d'aller chercher notre électorat et de les convaincre de voter pour Anne Hidalgo pour les présidentielles. Mais est-il encore temps de convaincre? Certes, Emmanuel Macron semble très bien placé pour accéder au second tour, mais l'élection n'est pas jouée, insiste le politologue Jean Petot. On voit bien que ce qui est en jeu, c'est plutôt la question de la qualification de la seconde ou du second, puisque ça sera quand même une véritable surprise qu'Emmanuel Macron, avec son avance qui est de l'ordre de, on va dire, ça dépend des mesures, mais entre 7,5 et 9,5, avec les marges d'incertitude. Bon, une telle chute sur une présidentielle en l'espace de moins de 2 semaines, ça s'est quand même jamais vu. Face au président sortant, les principaux concurrents sont au nombre de 4. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et Valérie Pécresse sont au coude à coude dans les sondages. Si vous prenez Marine Le Pen avec 19% des suffrages exprimés en intention de vote et une marge d'incertitude de moins 3 points ou plus 3 points, mais moins 3 points qui la met à 16, et si vous prenez un Jean-Luc Mélenchon qui est à 13-14, et si vous prenez la même marge d'incertitude de plus ou moins 3 points, vous constatez que le plus haut de Mélenchon dépasse le plus bas de Le Pen, et donc quelque part, le trait est quand même assez gros, et effectivement, l'incertitude demeure. Une incertitude qui devrait ne prendre fin que le 10 avril prochain. Il reste donc moins de 2 semaines pour choisir, moins de 2 semaines pour convaincre, des jours cruciaux pour les partis politiques. D'après un récent sondage, environ 4 Français sur 10 ne sont pas certains du candidat pour lequel ils vont voter. Cyril Fourneris, CGTN, Paris. Merci Cyril pour vos éclaircissements. On dit qu'il n'y a pas trop de suspense dans l'élection de cette année. Elsa, qu'en pensez-vous ? Alors plus qu'un manque de suspense, moi ce que je reproche à cette campagne présidentielle, c'est un manque de substance. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on commence à verser un petit peu dans la politique spectacle, un peu comme dans les élections américaines, c'est-à-dire qu'en fait, des campagnes présidentielles où la forme l'emporterait toujours sur le fond, c'est-à-dire que traditionnellement, une campagne présidentielle, c'est un candidat qui essaie de séduire son électorat avec tout un programme, plein de propositions. Là, j'ai l'impression que ça a été une campagne, on va dire un petit peu ras des pâquerettes, c'est-à-dire que c'était un niveau assez bas, c'est-à-dire que les candidats, plutôt que de se concentrer sur leur programme, se sont un peu concentrés à critiquer beaucoup leurs adversaires, parfois avec une violence qui n'était pas forcément nécessaire ou indiquée. Et en fait, c'était surtout une campagne de petites phrases, de polémiques. Et en fait, les analystes ou les politologues qui sont invités sur les plateaux de télé, eux-mêmes commentent des petites phrases. Donc en fait, on a des émissions de politique où on commente des petites phrases et non pas des programmes. Et je trouve ça
ça un peu dommage, puisque il y a quand même des candidats qui ont des programmes, c'est-à-dire que dans ces programmes, il y a des propositions, il y en a qui sont très intéressantes. Par exemple, pour l'éducation, Emmanuel Macron se propose de ramener les mathématiques dans le programme scolaire, leur donner plus d'importance, parce qu'on sait que le niveau des Français en mathématiques, des jeunes Français, a beaucoup baissé ces dernières années. Donc, il se propose de remonter ce niveau, ce qui est très intéressant. Et ce que je déplore, par contre, c'est l'absence totale de programmes concernant la vie de nos aînés dans les maisons de retraite. Il y a eu un scandale très récent sur les maisons de retraite privées et leur gestion, ce qui fait qu'il y a tout un débat autour de la maltraitance des personnes âgées en maison de retraite, d'un certain laisser-aller qui a été très présent pendant la crise du Covid. Et ça, c'est quelque chose que je regrette. Et aussi, il y a assez peu de propositions sur les jeunes. Donc les aînés et les jeunes, je trouve qu'ils sont un petit peu laissés de côté dans cette campagne et c'est très dommage. Et je trouve qu'on s'est trop concentré sur la forme et pas assez sur le fond. Donc c'est vrai qu'il y a certains candidats qui se concentrent qui ne sont pas concentrés sur ce qu'ils peuvent apporter, mais plutôt sur ce que l'autre ne peut pas apporter. Monsieur Lee, est-ce que c'est une présidentielle sans surprise aussi pour vous? Je pense qu'il y a beaucoup de surprises d'ailleurs. Il y a de la surprise. La première chose que j'ai pensé, c'est je crois, 24 mars, il y a un rapport de Sénat qui est sorti pour l'affaire McKinsey. Donc, on fait recours au cabinet de conseil américain surtout et qui ne paye pas d'impôts en France. En plus, il y a des soupçons comme quoi président Macron a des liens privilégiés avec certains responsables de McKinsey. Et c'est pas encore assez débattu, pas assez fermenté, mais je trouve que la chose est en cours. Voilà, peut-être, j'en sais rien, maintenant on n'a pas de connaissance du futur, mais il est probable aussi que peut-être c'est pas Macron plus, peut-être c'est Le Pen, Mélenchon, j'en sais rien, mais c'est quand même quelque chose de grave parce que c'est une affaire dans laquelle McKinsey prend, les cabinets de conseil en général prend plus d'1 milliard d'euros par an depuis la caisse d'État et on ne sait pas trop ce qu'ils font et la valeur de leur rapport. Donc on va regarder, on va suivre de près. Ah oui, c'est vrai que ça c'était un peu inattendu, hein, donc Emmanuel Macron qui était pas trop engagé dans la campagne, se retrouve avec cette épine hein, dans le pied où il doit s'expliquer, hein, on l'a vu dimanche, hein, il s'est expliqué, il était même assez en colère hein, qu'on lui pose ces questions-là, en disant que lui, en fait, pourquoi il ne payait pas d'impôts, c'est pas qu'il y avait eu des arrangements au niveau politique, mais c'est au contraire, c'était au niveau fiscal, il y avait malheureusement la fiscalité française permet à ces entreprises étrangères de ne pas payer d'impôts en France. Bon, en gros, il s'est défendu bec et ongle là-dessus parce qu'il sait que ça pourrait effectivement ternir un peu sa campagne. Parce que voilà, des affaires comme ça, au dernier moment, en pleine ligne droite, alors qu'il se lance vraiment dans la campagne, ça risque de créer des problèmes. Alors oui, sinon, dans l'ensemble, moi je trouve que la campagne était un peu molle. C'est vrai qu'elle a été aussi phagocytée par l'actualité internationale. C'est vrai que c'est beaucoup de buzz, hein, on critique, beaucoup de coups bas, des petites annonces un peu, mais je crois que c'est un peu malheureusement, c'est un peu parce que c'est l'ère des réseaux sociaux, des tweets, donc ça on doit, au lieu d'expliquer calmement son programme, on doit lancer ses idées le plus vite possible, de manière très courte. Donc c'est un peu aussi le problème, on a vu aux États-Unis aussi, hein, c'est les campagnes de tweets, hein, avec Trump qui lançait, je ne sais pas combien, des dizaines de tweets par jour. Au lieu d'avoir un programme bien complet, bien précis, c'était juste des petites phrases et sans arrêt. Donc malheureusement, la campagne française va dans ce sens-là. Donc comme vous dites, Macron cette année, il n'est pas très engagé dans la campagne présidentielle, mais il est quand même presque qualifié pour le deuxième tour selon les estimations actuelles. Mais il y a quand même un suspense dans cette élection, c'est qui accompagnera Macron au deuxième tour. Les récents sondages placent toujours Marine Le Pen favorite pour rejoindre Emmanuel Macron au deuxième tour. Elsa, mais peut-on vraiment croire aux sondages? Parce que par exemple, dimanche dernier, le meeting d'Éric Zemmour à la place de Trocadéro a rassemblé presque 100 000 personnes. Donc ça ne donne pas l'impression que son taux de soutien soit en chute. Alors les sondages, ça c'est un grand débat, hein. Les sondages en général ils se trompent toujours, donc on ne peut pas leur faire vraiment confiance. Sur Éric Zemmour, en fait on en parlait en préparant l'émission, hein,
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qu'on interroge sur leurs intentions de vote, qui ne disent pas qu'ils vont voter pour Éric Zemmour, parce que c'est toujours un petit peu, on va pas se cacher, c'est toujours un peu honteux de dire qu'on va voter pour Éric Zemmour, alors que ça ne devrait pas être le cas. Hein. C'est un candidat comme un autre, c'est une élection démocratique, donc on ne devrait pas avoir honte de dire pour qui on vote, mais il y a beaucoup de gens qui n'osent pas le dire. C'est vrai qu'il y avait un monde impressionnant au Trocadéro dimanche, c'était impressionnant, effectivement. Alors pour répondre sur Marine Le Pen, sa campagne, c'est certainement c'est probablement la meilleure campagne qu'elle ait faite, et paradoxalement, c'est la campagne dans laquelle elle se retrouve le plus isolée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ses lieutenants qui ont fait défection, qui sont partis dans d'autres partis, notamment chez Éric Zemmour d'ailleurs. On reproche beaucoup au programme d'Éric Zemmour et à celui de Marine Le Pen d'être assez similaires. En fait, il y a des différences, hein. Il y a des différences substantielles, et Marine Le Pen, effectivement, elle mène sans doute sa meilleure campagne. Elle a bien réussi à dédiaboliser son parti, parce que c'était quand même ça qui restait quand même attaché à l'image de son père, hein, qui était quand même, ça restait très années 80, on va dire, comme image. Elle a bien réussi à dépoussiérer tout ça. Elle a fait un programme qui était très axé sur les classes populaires, qui est un peu la base de son électorat. Elle a beaucoup fait campagne dans le Nord-Pas-de-Calais, on le sait, qui est une région qui est un petit peu sinistrée au niveau de l'emploi et au niveau de l'industrie. Elle s'est vraiment adressée aux classes populaires. Elle a proposé de faire des référendums, et ça, on sait que les Français sont très friands de référendums. Les Français aiment bien qu'on leur demande leur avis sur des sujets aussi importants que l'immigration, et elle se propose d'organiser un référendum sur l'immigration, et je pense que ça a séduit beaucoup son électorat, donc c'est probablement sa meilleure campagne, et c'est ce qui explique sans doute sa bonne position dans les sondages. Pour l'instant, c'est elle qui sera au deuxième tour contre Emmanuel Macron, mais effectivement, il y a la petite inconnue Mélenchon qui persiste pour l'instant, mais je pense qu'effectivement, Marine Le Pen, c'est sa meilleure campagne, et elle s'est bien rattrapée aussi de son débat désastreux de la dernière présidentielle avec Macron, qui lui avait porté un peu préjudice, mais elle s'est bien, franchement très bien rattrapée. Et Monsieur Lee, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous pensez aussi Le Pen a fait sa meilleure campagne par rapport en 2017? Je pense que cette campagne-là, elle est marrante dans le sens où d'habitude Marine Le Pen est toujours montrée agressive, combattante, très dure dans ses positions. Alors que cette fois-ci, elle joue sa petite fille. Elle était blessée elle a quand elle beaucoup était adouci adolescente. ses propositions extrême droite. Oui, voilà. Elle s'est victimisée en fait en disant que oui, le fait d'avoir une conviction politique différente, vous êtes écrasé par la société, etc. De se prendre vos victimes. Je trouve que c'est juste pour la politique de communication, je trouve que c'est assez bien réussi, assez bien perçu. Ensuite, on parle de sondage, mais le sondage, je pense qu'on oriente un peu le sondage parce que je pense que pour l'exécutif, pour le président sortante, il préfère avoir Le Pen en face plutôt que Mélenchon. Parce qu'on sait qu'avec Le Pen, Macron va gagner. Mais avec Mélenchon, on ne sait pas trop. Donc, du coup, le sondage oriente un peu l'opinion pour dire que finalement, regardez, le deuxième, c'est Le Pen. Et donc, forcément, allez voter Le Pen. Et comme ça, on va faire chuter Macron. Donc, je pense que là-dessus, il y a un petit jeu d'orientation. Parce que les hommes sont un animal social. Donc, on regarde ce que font les autres. Plus ou moins. On oriente avec le sondage l'intention de vote, je pense. Et Nicolas, quel est votre avis là-dessus ? Moi, je suis un peu d'accord, hein. C'est même étonnant de voir Marine Le Pen à ce point adoucir son image, hein. Oui. Mais en fait, c'est l'effet Zemmour. Parce que Zemmour, lui, il a pris la place de l'ultra-radicalisme d'extrême droite en condamnant l'immigration, en actant sa campagne là-dessus, sur la délinquance et l'immigration. Mais pour vous, quels sont que Le Pen a fait sur le pouvoir d'achat. Donc, elle s'est mise plus à gauche que Zemmour, en fait. Quelles sont les plus grandes différences marquantes de sa campagne de cette année ? C'est ça, en fait, c'est d'être plus adouci, plus à gauche, en fait, que ce qu'on avait... Donc une extrême droite est un peu plus gauche cette année. Exactement, mais pourquoi, en fait, ça se comprend, parce que c'est ça qui lui avait coûté, évidemment, la victoire... entre guillemets, la victoire, elle aurait peut-être pas eu, mais disons qu'il y a beaucoup de gens qui avaient peur de ces prises de position très radicales. Et là, en adoucissant son image, en fait, les gens ont peut-être maintenant plus confiance en elle, donc la détestent moins son image, et détestent plus un personnage peut-être comme Zemmour. Voilà, il tranche, il est beaucoup plus clivant, Zemmour, elle que Marine Le Pen. favorise son image personnelle maintenant. Exactement, donc maintenant elle se dit que le but, c'est de rassembler en fait plus tous les anti-Macron.
C'est ça sa stratégie, tout à fait. Et l'autre candidat qui pourrait être le rival de Marine Le Pen pour rejoindre Macron au deuxième tour, c'est Jean-Luc Mélenchon. Sa dynamique positive se poursuit. Il creuse l'écart avec Pécresse et Zemmour. Elsa, va-t-il pouvoir dépasser Le Pen dans les prochains jours avant? Qu'en pensez-vous? Ah bah ça c'est pas moi qui vais le dire, hein, mais c'est vrai que c'est un peu le troisième homme. Vous savez que dans les élections présidentielles, on a toujours besoin du troisième homme. C'est un truc qui est très important depuis des années. Ça a longtemps été François Bayrou, hein, les années précédentes. Cette année, ce serait peut-être Jean-Luc Mélenchon qui pourrait peut-être même devenir le deuxième homme, qui sait. Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai qu'il a fait une remontée fulgurante là, ces dernières semaines, alors qui peuvent s'expliquer par beaucoup de choses, hein. C'est vrai qu'il a c'est vrai qu'il a un socle électoral qui ne bouge quasiment jamais. Il a toujours fait des scores honnête, on va dire, hein, pour un candidat d'extrême gauche. Donc c'est vrai qu'il a mais c'est vrai que ces dernières semaines, il y a quelque chose qui est remonté comme ça. Alors moi, j'interprète ça de différentes manières. Il y a peut-être quelque chose qui lui a redonné un certain coup de booster. C'est peut-être sa position sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Peut-être qu'il a eu des mots un peu plus comment dire, il a déjà, lui, dans son programme, je sais qu'on va en reparler plus tard, mais dans son programme, il était acté qu'il voulait sortir de l'OTAN. Et on sait qu'il y a une partie de la population française qui se reconnaît là-dedans, qui ne voudrait plus faire partie de l'OTAN, qui voudrait une France plus souveraine à ce niveau-là, au niveau de la défense. Et c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, il a longtemps porté ça. C'est un sujet sur lequel il est très fort, il argumente très bien. Et peut-être que c'est quelque chose qui lui a redonné un petit peu plus de vigueur dans ces dernières semaines. Je pense que ça lui a apporté bonheur, en tout cas dans les sondages. Contraire à l'autre candidat, Éric Zemmour, qui a eu une chute flagrante depuis la crise en Ukraine, en fait. C'est rien de le dire. Alors lui, c'est parce qu'en fait, il a dit que... alors déjà, il a eu une phrase très malheureuse. Il ne voulait pas de réfugiés ukrainiens sur le sol français. Quand il y a des femmes et des enfants qui fuient les bombes, dire ça alors qu'il y a des gens qui sont dans la détresse humanitaire la plus flagrante, c'était malheureux. Donc ça lui a pas porté chance du tout et ça l'a fait dégringoler. Donc voilà, il y avait vraiment deux... Alors que lui aussi est pour la sortie de l'OTAN. Hein. Donc vous voyez... Il y a quand même une position humaniste qui en a fait gagner un et qui a fait perdre l'autre. Oui, sachant qu'en fait, ce qui est pour Zemmour, hein, donc, il a cette politique anti-immigration très stricte et il est resté vraiment dans ses idées, alors qu'apparemment son électorat a une tendance à vouloir faire une différence entre l'immigration venant d'Europe, ayant une base chrétienne, et l'immigration venant plus du Sud, ayant des racines, enfin une religion plutôt islamique. Donc en gros, il s'est mis à dos cet électorat qui lui faisait confiance avant, et il a pas saisi en fait que son électorat était pour cette immigration venant de l'Est de l'Europe. Alors que, par exemple, Marine Le Pen, elle, avait dit qu'elle était d'accord, Mélenchon également. Donc voilà, et pour revenir un peu à Mélenchon, c'est vrai qu'il a une bonne remontée, et l'impression qu'il profite aussi du fait qu'à gauche, il n'y a pas beaucoup de candidats crédibles. Donc, qui reste pour la gauche, pour se mobiliser, c'est Mélenchon. C'est lui qui a le plus de chances d'être en tête de tous les candidats de gauche. Et en plus, il a un programme où il parle un peu d'écologie. Il a, depuis ces dernières années, là, il a vraiment intégré l'écologie dans son programme, ce qui fait que voilà, ça peut attirer aussi les gens qui auraient tendance à voter pour les Verts, par exemple. D'où cette partie-là de la gauche et des Verts qui ramassent. Mélenchon a fait un meeting impressionnant récemment aussi. Monsieur Lee, justement, quelles sont les raisons d'un tel progrès des sondages pour lui, d'après vous? Je pense que si on prend un peu de recul, on regarde un peu l'histoire présidentielle de la France avec un intervalle sur 30 ans, par exemple. La France a essayé de gauche, essayé de droite, essayé de socialiste, essayé de droite républicaine, et puis le centre. Donc rien n'a marché, rarement. Donc peut-être c'est Mélenchon qui va briser un peu le jeu, de dire voilà, je propose carrément autre chose, de arrêter avec le gauche-droite-centre. Moi, je propose un autre paradigme, une autre idée de la société. Je pense que c'est ça peut-être qui va changer un peu l'idée des gens, c'est-à-dire on a croyé en Macron, hein, mais je pense que là, il y a beaucoup de déçus après 5 ans, donc peut-être il y aura une bonne chance pour Mélenchon. Après, sur son personnage, il est extrêmement expérimenté,
il est un très bon élocution, il a une capacité à charmer les gens. Même si vous n'êtes pas dans l'idéologie de gauche, même si vous n'êtes pas communiste, mais au bout d'un meeting d'une heure ou quelques dizaines de minutes écouté dans la radio, vous dites ah finalement il a raison, mais c'est incroyable. Donc je pense que c'est effectivement un nouveau choix pour les Français. Pour beaucoup, peut-être qu'ils vont faire ce choix. On verra bien. On ne peut pas prédire le futur, mais on voit bien la tendance. Donc justement, au moment où les Français veulent ouvrir une nouvelle page, ça l'aide beaucoup. Et si on prend pour l'hypothèse comme Emmanuel Macron se qualifie pour le second tour, Elsa, quel sera l'impact de la tendance politique de son adversaire sur le résultat final de l'élection ? Je crois que ça va être une équation très simple. Si c'est Marine Le Pen qui va s'affronter avec Emmanuel Macron au deuxième tour, ou si c'est Jean-Luc Mélenchon, Macron, si c'est lui, dans l'hypothèse où c'est lui qui gagne, bien entendu, s'il est contre Marine Le Pen, ça voudra dire qu'il y avait une poussée de l'électorat de droite et d'extrême droite, donc il va peut-être droitiser un petit peu plus son programme. Et si c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive au deuxième tour contre lui, il va certainement s'orienter un petit peu plus vers la gauche. Je pense que c'est aussi simple que ça. Et à moins de 2 semaines de l'élection présidentielle française, la campagne ne semble pas intéresser tout le monde et certains analystes redoutent une abstention record. Seulement 53% des jeunes âgés de 18 à 24 ans se disent certains de se rendre aux urnes. Reportage. L'une des inconnues de l'élection présidentielle française, c'est le taux d'abstention, c'est-à-dire la part des électeurs qui n'iront pas voter. Les sondages ont du mal à l'anticiper, mais leurs dernières études montrent que la part des Français qui sont sûrs d'aller voter est en baisse, notamment chez les jeunes. À peine plus de la moitié des 18-24 ans sont certains de se rendre aux urnes les 10 et 24 avril prochains. Pour moi, en tout cas, je considère ça comme un devoir citoyen, mais c'est vrai que c'est un peu par défaut en fait. Oui, je suis sûre parce que ça compte pour moi. Enfin, je veux pas laisser les autres décider pour moi. C'est important, mais je sais pas, j'ai pas trop de point de vue là-dessus. Enfin, j'ai pas trop d'avis. On peut se dire que si jamais on a mieux à faire cette journée-là, c'est pas forcément utile. Ou on peut être désintéressé par la politique. Moi, je pense que c'est assez important, mais tout le monde ne pense pas forcément la même chose. C'est très important de voter parce que c'est aussi le futur, notre futur et le futur de nos enfants. Je suis à 75% sûre de voter pour cette présidentielle. L'offre politique qui ne répond pas à leurs attentes, le sentiment aussi que tout est écrit d'avance, sont des arguments qui sont avancés par les indécis. Je comprends les gens qui ne vont pas voter parce que je pense que le débat est compliqué. Les jeunes sont touchés par des problématiques un peu spécifiques qui ne sont pas toujours traitées. Des fois, c'est difficile de réaliser qu'un vote parmi 70 millions soit vraiment important. Du coup, c'est vrai qu'on sait déjà à peu près comment ça va finir. C'est vrai qu'ils ont à peu près tous le même discours et franchement maintenant avec ce qui se passe en ce moment, on sait plus où tenir la tête et donc on est un peu perdu dans tout ce qui se passe avec tous ces événements dans nos vies. Il y en a qui sont plus focus sur les personnes un peu plus âgées et qui sont dans le monde du travail, je pense, et un peu moins sur les jeunes. C'est vrai qu'on s'attendrait en tout cas à avoir beaucoup plus de débats, beaucoup plus de choses intéressantes et avoir enfin en fait des candidats qui savent nous parler, qui savent tout simplement dire les enjeux qui sont actuels aussi, comme l'écologie qui n'est pas du tout pris en compte. Précisons que l'abstentionnisme touche toutes les classes d'âge, sans exception. Ce qu'on peut dire enfin, c'est que les Français encore indécis pourraient faire la différence dans les prochaines semaines. En 2017, c'est dans la toute dernière ligne droite de l'élection que beaucoup de Français avaient fait leur choix. Et on ne sait pas combien d'électeurs se rendront aux urnes cette année, ni quelle sera la proportion de vote blanc. Au cours des dernières années, le taux de participation a diminué à tous les niveaux en France. Nicolas, comment expliquer ce phénomène ? C'est un peu dit dans le reportage, c'est un désintéressement, l'impression que tout est joué d'avance, que les programmes ne sont pas... en fait, on ne se retrouve pas dans les programmes, qu'aucun candidat ne permet d'avoir une véritable adhésion. Alors peut-être pour certains, évidemment, ils ont leur candidat, ils vont se battre pour lui, mais pour la majorité des Français, on a l'impression que c'est toujours un vote par défaut, en fait. Et ça, c'est malheureux, oui. Alors, on parle aussi, par exemple, du manque de débat là, pour cette présidentielle. Alors, Emmanuel Macron a dit que, évidemment, il était occupé avec la crise ukrainienne. Il avait
pas envie d'être la cible de tous les candidats contre lui, puisque c'est un président sortant, donc évidemment, et comme c'est celui qui risque d'être au second tour, pratiquement tous les sondages le disent, donc il a peur d'être attaqué par tous les candidats, donc il se dit, moi je vais faire ma campagne de mon côté, je vais pas participer à un débat, et ça c'est mal vu aussi par les Français qui attendent un vrai débat d'idées, qui ont besoin de ces échanges, ça fait partie de la politique, l'image de la politique en France. Donc ça, c'est aussi une raison pour laquelle les gens ne sont pas vraiment concernés. Et dans le reportage, on l'entend, l'offre politique ne répond pas vraiment aux besoins. Donc on essaie de comprendre quelles sont les préoccupations des Français. Dans un dernier sondage publié dans Le Monde, les 5 enjeux qui préoccupent le plus les Français sont le pouvoir d'achat, le conflit en Ukraine, l'environnement, les systèmes de santé, l'immigration et la retraite. Et donc le pouvoir d'achat a toujours été un grand enjeu. Mais cette année, le conflit en Ukraine arrive en deuxième de la liste. Donc c'est une grande préoccupation pour tous les Français. Et Monsieur Lee, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a-t-il grandement affecté l'élection présidentielle en France, selon vous ? Oui, absolument. Je pense que les Français sont assez intelligents. Ils posent la question où est la place de la France dans ce monde? Où est la place de la France en Europe? Est-ce que sur la question cruciale qui est la stratégie et la défense, on doit être un pays de second rang juste en disant oui au plus fort? Et ça, c'est contre l'idée de la France traditionnellement indépendante et souveraine. Je pense que ça, c'est une question essentielle. Donc, pour Emmanuel Macron, il n'y a pas trop de marge de manœuvre. Il est de l'OTAN, donc il doit suivre le chemin. Et puis pour Zemmour, comme pour Mélenchon, sortir de l'OTAN, le non-alignement de la France est important et au centre de leur idée internationale. Après, c'est la question de l'immigration. Ce qui est marrant, c'est que là, on a des bons réfugiés et des mauvais réfugiés, des réfugiés blancs chrétiens qui sont plutôt, on ouvre son bras, et puis il y a d'autres réfugiés qui sont moins, populaires en France. Mais c'est vrai que ce marais de réfugiés va poser la question aussi. Est-ce que c'est lucide de créer des guerres, de créer des occasions dans lesquelles les gens les gens vont au front et les pays transforment en front de guerre. Donc on met en question beaucoup, je vois à la fois la télé, sur les réseaux sociaux, on remet en question ce rôle de l'OTAN. Est-ce qu'il est vraiment défensif? Est-ce qu'il est vraiment pacifique? Donc c'est une question centrale. Donc effectivement, oui, la question de la guerre russo-ukraine affecte lourdement le débat présidentiel. C'est vrai que la crise en Ukraine arrive au moment de la présidentielle. La présidentielle française, ça a bousculé beaucoup de sondages chez chaque candidat. On ne sait pas si ce sera Macron qui sortira vainqueur, mais celui qui sera élu sera confronté à de nombreux défis, non seulement de la part du pays intérieur, mais aussi international, en ce qui concerne comment la France jouera son rôle dans l'Europe et dans le monde entier. Merci Nicolas, merci Elsa et Monsieur Lee de votre partage. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve jeudi pour une nouvelle édition de l'Essentiel. À très bientôt.